élèves du collège Charlotte Delbault de Tronget et plus particulièrement des classes de 3e, soyez les bienvenus pour ce qui constituera le 3e épisode, la 3e séance de la séquence 8 consacrée à la France des années noires et plus particulièrement aux résistances françaises entre 1940 et 1944 avec, je vous le rappelle, comme problématique la question suivante: pourquoi et comment résister à la fois dans et hors de la France occupée? Lors des 2 séances précédentes, nous avons planté le décor spatial avec une carte, décor temporel avec une frise chronologique évoquant les temps forts et les acteurs majeurs de notre séquence dédiée aux résistances françaises. Aujourd'hui, il est temps de découvrir une œuvre dans le cadre de l'histoire des arts qui nous permettra d'évoquer le combat commun des 2 résistances françaises, c'est-à-dire la résistance extérieure et sa sœur jumelle, si je puis dire, la résistance intérieure. Donc, top départ, si je puis dire, pour le grand C, évoquer le combat commun des 2 résistances françaises. En quoi l'œuvre de propagande que vous allez découvrir dans quelques instants est-elle évocatrice de la double résistance française pendant la Seconde Guerre mondiale et plus particulièrement sous l'occupation? Voici l'artefact, ou si vous préférez, l'objet artistique qui va être au cœur de notre étude aujourd'hui. Il s'agit une nouvelle fois, sans surprise, d'une affiche de propagande. Je dis sans surprise parce qu'en temps de guerre, et c'est le cas de la France de 1940 à 1944, dans le cadre d'une guerre, en général, on l'a vu aussi pour 14-18, l'affiche de propagande est en général le document artistique essentiel sur lequel s'appuient les belligérants, les États et les populations en guerre. Alors contrairement à l'affiche d'histoire des arts que nous avions étudiée lors de la séance précédente et qui, je vous le rappelle, célébrait l'annexion, le rattachement au Vaterland, au Grand Reich de l'Alsace, et qui était une affiche assez peu connue, qui était une affiche assez régionale. Au fond, elle n'intéressait véritablement que les Alsaciens. L'affiche que je vous propose de découvrir aujourd'hui est en revanche beaucoup plus connue. Si vous tapez affiche de la résistance française sur le moteur Google de recherche, vous la verrez, je pense, apparaître assez rapidement. Elle s'intitule Un seul combat pour une seule patrie. La voici, je vous la laisse découvrir. Mettez-moi sur pause le temps de bien l'observer et de prendre connaissance de la petite fiche associée. On ne change rien à notre méthodologie. Nous allons commencer tous ensemble par identifier l'objet artistique sujet de notre étude. Donc, mettez-moi sur pause le temps de trouver les différents éléments qui vont devoir trouver leur place dans les rubriques de l'exo 1. Et si l'information n'apparaît pas sur la diapo, eh bien écoutez, faites comme d'habitude, faites une hypothèse et vous verrez bien si elle se vérifie au moment du corriger. Je vous donne rendez-vous pour la correction. Et pour votre confort personnel, je vous propose de regarder en version zoom la petite fiche d'identité
que je vous ai dégoté sur Internet. Ça va vous aider à remplir l'exo 1 de la planche que vous avez peut-être, je l'espère, en votre possession. Voici le corrigé de l'exercice qui n'est pas très difficile. Alors le titre de l'œuvre, il suffit de savoir lire, hein, un seul combat pour une seule patrie, d'un artiste qui s'appelle Knopf, pour lequel d'ailleurs je serais bien en peine de vous donner beaucoup plus de renseignements. La nationalité est française, c'est pas tellement le nom de l'artiste qui nous le laisse entendre, ni même l'origine de l'affiche puisqu'elle a été imprimée en Angleterre, mais c'est une affiche en langue française et qui s'adresse aussi bien aux combattants sous uniforme de la France libre qu'aux résistants maquisards de l'intérieur de la France occupée. Donc on peut considérer que c'est un document franco-français où, si on tient compte de l'origine britannique, puisque cette affiche a été imprimée, je crois, à Manchester, à la rigueur, on peut écrire franco-britannique. Bon, c'est pas un problème de toute façon. Alors par contre, j'ai eu plus de mal personnellement, et d'ailleurs ça m'étonne parce que ça n'est pourtant pas un secret d'État a priori, j'ai eu plus de mal à déterminer l'année de parution de l'affiche. En réalité, vous voyez, hein, entre 1942 et 1944, ça fait quand même 3 ans de délai. En réalité, il semblerait que cette affiche ait été imprimée à plusieurs reprises, et pourquoi pas pendant 3 ans d'affilée, ce qui expliquerait la datation entre 1942 et 1944. Le commanditaire, c'est la France libre. Effectivement, le fait que l'affiche ait été imprimée en Royaume-Uni, en Angleterre pour être précis, ne signifie pas que le commanditaire est le gouvernement britannique. Pas du tout. Il s'agit du gouvernement français du général de Gaulle, celui de la France dite libre, qui était en exil et qui était généreusement hébergé par le Royaume-Uni à l'époque. Donc le commanditaire, c'est la France libre, autrement dit le général de Gaulle. La nature, bon ça pose pas de problème, c'est une affiche. Le genre, vous l'aurez compris, c'est une affiche de propagande puisqu'on est en guerre. Quant aux dimensions, ma foi, elles sont de dimensions assez classiques, hein, 50 cm x 38 cm. Voilà pour ce qui est de la fiche d'identité. J'ai oublié de préciser, mais je crois que ça se voit bien, qu'il s'agit d'une affiche en couleur, d'autant qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle couleur qui sont utilisées, vous l'aurez compris, ce sont les couleurs tricolores, les couleurs nationales, les couleurs de la France. Il est temps de passer à la deuxième étape de notre étude de cette affiche de propagande. Après avoir complété la fiche d'identité de l'œuvre, il va maintenant falloir l'analyser plus en détail, c'est-à-dire la décrire, et la décrire pour pouvoir la comprendre et en dégager par la suite les objectifs. Alors là, je vous ai facilité le travail, ne serait-ce que pour gagner du temps. Donc je vous ai déjà préparé les commentaires, hein, ils sont dans le tableau, ils sont au nombre de 8. Je vais vous demander de les lire et de remettre sur la fiche à gauche les numéros correspondant aux éléments de la légende, dans la case qui leur correspondent aux uns et aux autres. Donc je vous invite à me mettre sur pause le temps de faire l'exercice. Voici donc le corrigé officiel que la France entière nous envie, à savoir en 1 le soldat de la France libre, celui qu'on appellera le FFL, FFL comme Force française libre. Alors certes l'uniforme est anglais, mais la nationalité du soldat
le casque, on reconnaît le casque Adrian de 1915-1916, mais en version kaki, donc le casque de 1940 en réalité, et l'écusson qui est marqué, enfin plus exactement, c'est pas vraiment un écusson d'ailleurs, c'est le nom du pays qui est cousu sur l'épaule droite de l'uniforme. On distingue très lisiblement le nom de France, donc pas de problème, c'est bien un soldat français. En deux, le Royaume-Uni et Londres, on devine les contours du Royaume-Uni, c'est-à-dire là où la France libre est née, à partir du 18 juin 1940, avec le célèbre appel du général de Gaulle à la résistance que nous étudierons dès la prochaine séance. Et c'est de là qu'est née cette flamme de la résistance qui doit brûler jusqu'à détruire l'ennemi et libérer le pays. Et du coup, la Manche n'est pas un obstacle. Bien au contraire, la Manche est un obstacle pour les nazis, pour Hitler qui a été incapable à l'été 1940 d'envahir le Royaume-Uni, qui n'a pas su traverser la Manche. Mais là, la Manche en l'occurrence, ce bras de mer d'une trentaine de kilomètres au plus large, une quarantaine de kilomètres maximum, eh bien, sépare temporairement les deux résistances françaises, l'intérieur et l'extérieur, mais c'est aussi en même temps le trait d'union. Le trait d'union entre les deux formes de résistance, ce trait d'union qui est d'ailleurs symbolisé par l'accolade, les deux Français qui se tiennent par l'épaule et qui forment une sorte de pont au-dessus de la Manche. En 4, l'ouvrier français, ben oui, le bleu de travail qui est aussi le bleu du drapeau tricolore, le bleu du drapeau français. Donc avec une clé à molette, il serait d'ailleurs drôle que ce soit une clé anglaise, mais je crois bien que c'est le cas d'ailleurs. Lui, il va incarner la résistance intérieure, c'est-à-dire ce Français qui va travailler de l'intérieur à la libération du pays et qui va travailler parfois en sabotant volontairement son travail, puisqu'il peut faire partie de ces usines réquisitionnées par l'occupant. Je pense par exemple aux usines Renault, mais aussi Peugeot, Citroën. Je pense aux mines qui travaillent également contraintes et forcées, les mines de charbon par exemple, qui travaillent contraintes et forcées pour l'occupant. Ou plus près de nous, les ouvriers du pneumatique qui fabriquent des pneus pour l'occupant, aussi bien à Montluçon qu'à Clermont-Ferrand, et qui vont saboter le travail pour que le matériel soit inutilisable entre les mains de l'ennemi. Il y a 36 manières de combattre l'ennemi, l'occupant, aussi bien depuis la France, enfin aussi bien depuis l'intérieur de la France, pardon, que depuis l'étranger. C'est un peu le message de cette affiche. Le sol français de métropole, dont la libération est l'objectif primordial commun aux deux résistances. Donc on devine les contours du nord-ouest de la France, on devine la presqu'île bretonne. On ne voit pas la presqu'île du Cotentin puisqu'elle est cachée par la tête de l'ouvrier. Par contre, on voit bien la vallée de la Seine, les méandres de la Seine. Et on voit là où j'ai écrit 7, on devine la proximité de Paris. 6. Les valeurs de la République, celles qui sont désignées par le combattant de la France libre, le soldat de la France libre, c'est-à-dire liberté, égalité, fraternité, ce sont les valeurs de la République, et particulièrement la fraternité qui est soulignée d'une certaine manière, mise en rouge. Il faut se battre comme des frères. Le frère de l'étranger et le frère de l'intérieur se battent ensemble pour retrouver la liberté, pour retrouver la fierté de vivre dans un pays libre. Ils sont prêts à mourir l'un pour l'autre et ils sont prêts à se battre et à mourir pour rétablir la République. C'est-à-dire que le but de la résistance n'est pas unique. C'est pas uniquement chasser l'occupant, c'est pas uniquement détruire le nazisme, c'est aussi rétablir cette République détruite ou mise entre parenthèses
par le maréchal Pétain et son odieux régime collabo, rationniste si vous préférez, de Vichy. En 7, la croix gammée nazie, la svastika, qui ressemble, ça c'est ma sensibilité à moi, mais vous n'êtes pas obligé de le voir ainsi, mais moi ça évoque une monstrueuse araignée tapie dans une mare de sang et qui évoque l'occupation et l'ennemi commun à abattre ou à écraser d'un bon coup de clé anglaise. Et enfin, la croix de Lorraine, symbole et signature de la France libre, qui s'ajoute au pli du drapeau tricolore. Et oui, parce que le drapeau tricolore est aussi malheureusement le drapeau du maréchal Pétain et du régime de Vichy, et lui il le salit. Donc pour distinguer la France digne de la France indigne, eh bien on rajoute volontiers à l'époque la croix de Lorraine, celle de la France libre, celle du général de Gaulle. Bon, j'ai déjà largement débordé sur l'analyse et sur les objectifs de propagande de l'œuvre, parce que quand on décrit, on explique aussi en même temps. C'est très difficile de dissocier l'un de l'autre. Donc maintenant, je vais vous demander de mettre en phrase, ou plus exactement d'ajouter des verbes à chacune des phrases que je vous propose, afin de dégager de manière claire les différents messages véhiculés par l'affiche et que l'artiste Knopf a voulu vous faire comprendre, vous faire passer. Donc là encore, prenez le temps de lire chacune des phrases, de réfléchir au choix du verbe, sachant qu'il n'y a pas forcément de réponse unique. La langue française est riche, on peut mettre des verbes à l'infinitif qui sont synonymes les uns des autres. Donc mettez-moi en pause le temps de faire l'exercice. Alors, je vous propose comme bonne réponse, oui, si possible, c'est mieux pour un corrigé, honorer les soldats en uniforme de la France libre, eux qui combattent depuis l'étranger pour la libération du pays et qui meurent parfois très loin du sol natal. Élever la résistance intérieure au rang d'égal de la résistance de la France libre, eh bien oui, c'est pas parce que l'ouvrier il n'a pas d'uniforme, ça n'est pas parce qu'il est obligé de se cacher, parce qu'il est au plus près de l'ennemi, qu'il n'a pas le droit d'être considéré comme un frère d'armes par le soldat de la France libre, d'autant que le résistant de l'intérieur, il est encore plus en danger, si je puis dire, que le soldat de la France libre, parce que lui, il côtoie l'ennemi, forcément, puisque l'ennemi occupe son pays. Et que les risques sont encore plus grands pour l'un que pour l'autre, parce que le soldat de la France libre, s'il est fait prisonnier, sera traité comme un prisonnier de guerre. Le maquisard ou le résistant de l'intérieur qui sera arrêté par les Allemands, lui, a toutes les chances de mourir torturé ou fusillé en tant que terroriste. Donc il a bien le droit d'être considéré comme le frère d'armes et comme l'égal du soldat en uniforme. Célébrer les civils de la résistance intérieure qui combattent aussi pour libérer le pays. Voilà, célébrer, glorifier, comme on va glorifier aussi ou célébrer, à votre convenance, peu importe, la République et ses valeurs fondatrices, encore une fois, de liberté, d'égalité, de fraternité. En revanche, on va diaboliser, c'est plus fort que dénigrer ou que critiquer. On va diaboliser l'axe, l'occupant, qui est présent encore une fois sur cette affiche sous la forme de la svastika qui est posée en plein milieu de Paris, capitale de la France. Donc diaboliser l'ennemi de la France, mais qui est aussi l'ennemi de la République et qui est finalement le mal absolu. Et enfin, on ignore superbement, je vous ferai remarquer, parce qu'il faut toujours se demander ce qu'il y a sur une affiche, évidemment, sur un dessin. Mais il est intéressant aussi des fois de se demander ce qu'on n'y trouve pas, ce qu'il n'y a pas.
parce que parfois, pas toujours, hein, mais parfois, c'est très éloquent de se rendre compte qu'on ne parle pas de quelque chose ou de quelqu'un. Et alors là, dans le cas de cette affiche, on ignore superbement, comme si elle n'existait pas, la France du maréchal Pétain, le régime de Vichy, l'État français, cette fausse France aux yeux du général de Gaulle, hein, donc ce régime fantoche, c'est-à-dire fantomatique, cette marionnette entre les mains d'Hitler, qui n'est donc pas évoquée ici. On fait comme si cette France-là n'existait pas du tout, la France collabo. Alors en fait, cette alliance entre les Français de l'intérieur, les résistants, les maquisards si vous préférez, ceux qu'on appellera les FFI, les Forces Françaises de l'Intérieur à partir de février 1944, ces Français sans uniforme, eh bien, cette alliance avec les soldats qui ont rejoint De Gaulle à Londres ou dans l'Empire colonial français, ce qu'on appellera les FFL, ceux qui sont en uniforme, eh bien, cette alliance, elle ne va pas exister que sur des affiches de propagande, que dans les rêves de la France libre, que dans les fantasmes d'un artiste. Elle va se traduire pour de vrai, concrètement, à Paris, et en France, au moment de la Libération, c'est-à-dire à l'été 1944, et je vous ai dégoté cette superbe photographie qui date des 24, 25 et probablement les jours d'après, août 1944, quand Paris est libéré, et que Paris est libéré par les deux résistances françaises, aussi bien la résistance de l'intérieur, hein, qui est représentée par ce civil armé d'un fusil allemand, et on voit d'ailleurs qu'il a une béquille. Alors est-ce qu'il était blessé d'avant la bataille ou est-ce que c'est une séquelle de la bataille, je ne sais pas, qui est en train de serrer la main d'un autre Français. Alors évidemment, le véhicule blindé est américain, l'uniforme est américain, la cigarette au bec est probablement américaine aussi, mais le soldat est bien français. C'est un Français de la 2e division blindée du général Leclerc, la fameuse 2e DB, et j'en veux pour preuve que sur la carrosserie, sur le blindage de la portière, on devine, bon la photo n'est pas en couleur, mais on devine très bien le drapeau tricolore. Et donc là, ça y est, ils sont main dans la main, les frères d'armes, résistance française de l'intérieur, résistance française libre, et nous sommes encore une fois à l'été 1944. Nous pourrions arrêter notre étude ici, mais pourquoi ne pas nous offrir une dernière étape dans la réalisation de notre étude d'une œuvre d'histoire des arts, après avoir identifié l'œuvre, après l'avoir décrite, après l'avoir analysée et en dégagé les objectifs. Il est parfois intéressant de croiser une œuvre avec d'autres, de les comparer, d'établir, comme aurait dit le poète Charles Baudelaire, d'établir des correspondances entre différentes œuvres. Et je vous ai dégoté une affiche extrêmement célèbre qui date de mars 1944, une affiche qui est attribuée au régime de Vichy. Donc là j'allais dire, c'est l'autre France, hein. C'est la France collabo, c'est la France du maréchal Pétain, c'est la France de l'État français, qui reprend un peu les codes de l'affiche que nous venons d'étudier. On voit bien deux Français, sauf que là, il ne s'agit pas des deux résistances, résistance en uniforme extérieur, résistance sans uniforme, résistance de l'intérieur, mais on reconnaît quand même qu'il y a comme point commun l'ouvrier. Et oui, l'ouvrier qui doit faire un choix très clair entre servir la France ou la trahir. Servir la France, pour le régime de Vichy, on reconnaît d'ailleurs, j'ai oublié de vous le dire, en bas à droite de l'affiche, le symbole de la Francisque,
la hache à deux têtes du régime de Vichy, qui permet d'authentifier cette affiche comme une affiche officielle de propagande de l'État français du maréchal Pétain, eh bien, servir la France, c'est travailler loyalement à la reconstruction du pays, c'est servir le maréchal, c'est servir la politique collaborationniste au profit du Troisième Reich, c'est travailler loyalement, fidèlement pour l'ennemi, c'est-à-dire l'Allemagne, pour permettre à l'Allemagne de remporter la guerre contre l'URSS et contre les alliés occidentaux. C'est ça ce que veut dire servir la France, loyalement, pour Pétain. Mais l'autre choix, c'est que cet ouvrier peut aussi choisir d'entrer clandestinement dans la résistance. C'est ce qui explique qu'il n'est plus qu'une silhouette masquée qui se perd un peu dans la pénombre, dans la clandestinité. Là, il devient hors-la-loi et il devient le bandit. Celui qui, à coup de mitraillette, la mitraillette du gangster, va contribuer à effondrer la France et livrer la France aux Alliés, aux bolcheviks de Staline, et puis pourquoi pas la finance juive internationale, etc. Enfin bref, tous ceux qui sont considérés comme des ennemis de la France par la dictature de Pétain et par la propagande de l'État français du régime de Vichy. Donc il y a deux France, il y a deux choix, enfin il y a un choix à faire entre deux options, et ça évoque bien l'ambiance de guerre civile de la France de l'époque. Voilà, nous en avons terminé avec cette œuvre d'histoire des arts. J'espère qu'elle vous a intéressé, j'espère que ma foi, ça vous aura apporté quelque chose, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle étude consacrée aux résistances françaises sous l'occupation. À bientôt!